Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour, merci. Alors voilà, on laisse les personnes entrer, s'installer tranquillement. Alors, Merci de couper vos micros. coupez vos micros quand vous entrez dans la visio, s'il vous plaît. Très bien. Et puis, le temps que les autres personnes nous rejoignent, on va commencer l'introduction. Alors, je m'appelle Grégory Delahaye, je suis responsable du pôle innovation. On coordonne cette série des webinaires du tourisme normand. On est très heureux de vous accueillir. On vous souhaite la bienvenue. Au nom de l'équipe du CRT, mes collègues Dominique et Christine de l'univers découverte ici au CRT vont participer et se présenteront. Et puis, on est ravis d'accueillir nos intervenants que vous allez découvrir. Et également au nom de la région Normandie, qui est notre partenaire. On est content de se retrouver aujourd'hui pour parler de cette belle thématique du tourisme scolaire. Évidemment, avec les derniers mois, les 2 dernières années qu'on a connues, ça a été effectivement un secteur qui a été compliqué. Et pourtant, la Normandie est une destination pour les scolaires. Alors évidemment, pour aller découvrir des sites aux alentours de chaque école, lycée ou collège, mais également pour accueillir les scolaires de France et de l'étranger. On est une destination référence, on a des sites pour lesquels ça représente une grosse partie de leur clientèle, les scolaires. Je pense au Mémorial, les sites du LIDE, mais également Giverny, qui accueille beaucoup d'écoles. Donc, très important, c'était déterminant pour nous de consacrer une session sur ce secteur pour voir comment envisager les adaptations, les évolutions, la reprise du secteur. Et là, on va avoir des spécialistes qui vont partager avec nous. Vous allez pouvoir également réagir, partager vos remarques dans le chat. En tout cas, même si la situation, on l'a vu avec l'actualité, est toujours compliquée, donc ça va compliquer les choses sur nos clientèles internationales et puis même sur l'économie du tourisme, on peut l'imaginer, mais on peut percevoir des belles embellies. Moi, j'ai des enfants, j'ai ma petite fille qui va aller au Mémorial de Caen là, dans quelques semaines. C'était impossible les 2 dernières années. J'ai mon grand-fils qui va faire un voyage à la Cité de l'Espace à Toulouse de 3 jours. Donc, on voit des choses qui bougent. Puis moi, l'année dernière, j'ai vu les scolaires sur les plages du débarquement avec des guides. Ben, j'étais ravi de voir ça parce que c'était le tout début de la reprise et quelques groupes qui sont apparus. En tout cas, voilà, on espère, on croise les doigts pour que on puisse accueillir les enfants ou les jeunes chez nous. C'est essentiel pour partager l'histoire, la culture, et puis c'est nos futurs visiteurs. Donc voilà, je souhaite à tous une belle session, et puis je vais vous donner la parole à Dominique ou Christine qui vont vous dire un peu le déroulé, et puis on passe dans le vif du sujet pour traiter ces clientèles scolaires. Merci Grégory, bonjour à tous. Donc, je suis Dominique Saucé du pôle innovation univers découverte et je travaille en binôme avec Christine Petit. Donc voilà, donc vous devez, si on ne connaît pas tout le monde, au moins peut-être nos visages, vous devez maintenant nous connaître grâce aux différents webinaires que nous avons menés. Aujourd'hui, donc le webinaire proposé dans la série de webinaires du tourisme normand porte sur le sujet des scolaires, réussir son offre scolaire, répondre aux nouvelles attentes, que ce soit des circuits ou des séjours. Et donc, nous allons avoir aujourd'hui 2 intervenantes. Je vais partager mon écran pour vous indiquer voilà, les noms. Donc, nous aurons un webinaire féminin aujourd'hui. Donc, nous allons avoir Marie Tamaillon de TAMS Consultant. Donc, c'est une experte scolaire, consultante et formatrice en création et développement d'offres pédagogiques pour les publics scolaires. En général, les formations que TAMS propose sont ouvertes à toute personne travaillant dans un musée, travaillant pour un office de tourisme, travaillant en tant que guide. Voilà, j'oublie certainement des professions, mais en général, c'est ce genre de personnes que TAMS Consultant rencontre lors des formations. Et nous aurons ensuite Aline Layet de VF Voyage, donc c'est organisateur et facilitateur de voyages éducatifs. C'est une agence, un TO spécialisé dans l'organisation des voyages pour les groupes scolaires, avec aujourd'hui une démarche éco-responsable. Je vous demanderai pour une meilleure fluidité lors du webinaire de couper vos micros
Et surtout, si vous avez des questions, ne pas hésiter à les poser dans l'onglet discussion qui se trouve en bas au milieu de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et Christine et moi, nous ferons le relais pour poser les questions à Marie ou ensuite à Aline. Voilà, donc mon temps de parole est terminé. Je vais donc à présent donner la parole à Marie. Merci beaucoup. Merci Dominique et merci Grégory et Christine. Alors, je suis ravie d'être avec vous. Donc, comme vous l'a dit Dominique, je suis Marie Tamayon du cabinet TAMS. J'ai intégré le cabinet il y a 11 ans, après une première vie dans l'enseignement. Voilà, et je suis ravie d'être avec vous pour travailler ce sujet. Alors, un petit partage d'écran pour vous présenter rapidement la maison. Voilà, la technique est là avec nous. Donc, TAMS, on est basé en Savoie, une petite société, on est peu nombreux, on intègre dans la maison, donc Bruno qui est directeur bien sûr de la maison et qui est le spécialiste des familles. Je pense qu'en Normandie, quelques-uns ont dû le croiser certainement à un moment ou à un autre. Voilà. Donc, on a l'originalité de travailler en couple. Ma foi, ça ne se passe pas trop mal. Et moi, donc ma spécialité, c'est effectivement le public des scolaires. Et des tout petits également. On intègre à l'équipe selon les besoins des illustrateurs, des graphistes, une personne qui est spécialisée sur la question économie, faisabilité. Voilà, donc une petite équipe. Nos métiers, alors on a plusieurs casquettes. On est à la fois, on fait de l'ingénierie, donc on accompagne les sites, les territoires, les musées qui souhaitent développer leur offre, se repositionner. On est également, bien sûr, organisme de formation et c'est l'objet de ma venue ce matin. Et puis également, on a une troisième casquette de production de jeux pour les familles, entre autres. Voilà. Et de temps en temps aussi pour les scolaires. Je passe vite parce que ce n'est pas tout l'intérêt de la maison de vous parler ce matin uniquement de TAMS. Voilà, donc nos trois volets de travail, comme je vous le disais, études, formation et création d'expériences. Voilà. Et sur la question des publics scolaires, depuis 11 ans maintenant, je travaille effectivement avec des musées et des sites petits ou grands qui souhaitent parfois complètement restructurer leur offre. Donc, on peut les accompagner de A à Z depuis le positionnement jusqu'à la création et la structuration de l'offre. Et puis, en formation également ou sur la création de produits. Voilà. Le sujet qui nous intéresse ce matin, c'est celui du marché des scolaires qui bouge. Oui. Marie, excuse-moi, est-ce que tu peux mettre ton PowerPoint en plein écran, s'il te plaît, parce que là, on voit les slides qui arrivent à la suite. Pardon. Si ça ne te dérange pas. Pardon. Alors, pas attendez, de souci. Merci. Je vais faire ça, si j'arrive. Si j'y arrive, attendez. Tac. Bon, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. C'était juste pour l'enregistrement. Comme ça, on a vraiment le PowerPoint avec la slide. J'avais un petit souci hier là-dessus et visiblement, ça va. C'est pas grave, Marie. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, je suis désolée. On va aborder 4 points ce matin. Alors, j'ai conscience que c'est très court le temps, mais je vais essayer d'être assez claire et surtout, effectivement, comme le disait Dominique, n'hésitez pas à poser des questions qui seront probablement pertinentes. Je voudrais vous présenter en 2 mots la grosse maison Éducation nationale, qui est quand même un mastodonte avec un monde extrêmement hiérarchisé et je vous expliquerai pourquoi il est nécessaire et important de les connaître et surtout de rentrer en relation avec eux quand on veut attirer les enseignants. On aura un deuxième temps autour du positionnement pour essayer de comprendre ce que c'est qu'un positionnement scolaire et pourquoi, là encore, aujourd'hui et dans ces dernières, dans les tendances actuelles, il est nécessaire effectivement d'avoir un positionnement assez fort par rapport au public scolaire. Je vous parlerai de ce qui bouge un petit peu dans le monde des scolaires, des tendances, entre autres l'école dehors dont on entend beaucoup parler, mais aussi d'autres méthodes qui aujourd'hui sont attendues par les enseignants. Et puis, je terminerai par un petit volet autour de ce qu'on appelle, entre guillemets, des bonnes pratiques pour l'accueil des scolaires. Hop, ça ne veut plus. Alors, voilà. Alors, sur l'explication de cette grande maison éducation nationale, en 2 mots. Aujourd'hui, pour travailler avec les scolaires, il ne s'agit pas de prendre son petit dossier sous le bras pour aller taper à la porte de toutes les écoles parce que ce serait effectivement trop chronophage,
mais bien de créer une relation avec les acteurs de l'éducation nationale. Je vous le disais tout à l'heure, c'est un monde extrêmement hiérarchisé. Donc, pour un enseignant, quand le conseiller pédagogique ou l'inspecteur de circonscription ou d'académie apporte une validité, entre guillemets, sur telle ou telle activité qui sont faites dans nos musées ou sur nos territoires, ça a tout de suite forcément beaucoup plus de poids que quand on passe en direct avec les enseignants. Sauf si on a déjà créé un lien depuis de nombreuses années, là c'est différent. Donc, en 2 mots, les choses s'organisent ainsi. Au niveau national, toutes les grandes décisions de politique éducative, ce qui concerne les réformes, les orientations, l'organisation, sont prises au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Donc là, au niveau national, on a peu affaire au ministre en général, quoique ça dépend qui on est. Ce ministre est représenté au niveau des régions par le recteur d'académie. Donc, au niveau des régions, en sachant qu'effectivement, la configuration a changé depuis quelques années. Vous voyez ici les 17 régions académiques. Donc, à la tête de chaque super grande région, nous avons un recteur d'académie et nous avons également, à l'échelle des plus petites régions, de ces régions qui sont encore divisées, on a d'autres recteurs, d'autres instances de recteurs d'académie. Sur ces recteurs-là, en fait, leur pouvoir s'exerce sur les 3 niveaux d'enseignement. Et c'est les seuls d'ailleurs qui gèrent l'enseignement supérieur. Donc, primaire, secondaire et supérieur. Ils sont vraiment chargés de veiller à l'exécution des décisions ministérielles au niveau des régions. Le recteur, lui, est représenté au niveau de chaque département par l'inspecteur d'académie, qu'on appelle aussi le directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Lui encore, pareil, il est chargé de veiller aussi à l'exécution des décisions ministérielles à l'échelle de son département. Et il a d'autres pouvoirs, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est à la fois chargé de l'enseignement technique, du sport, du transport, de la création des écoles avec les communes, etc. Et puis, on a un dernier échelon au niveau des départements qui, eux, sont découpés en circonscriptions. Et à la tête de chaque circonscription, on a de nouveau une instance que sont les inspecteurs de l'éducation nationale, les IEN, qui travaillent avec un groupe de conseillers pédagogiques qui, eux, sont au quotidien avec les enseignants dans les classes pour leur permettre d'évoluer dans leur pratique, pour les inspecter, etc. Donc, vous voyez, cette pyramide, elle est extrêmement importante parce qu'elle nous permet de comprendre qui sont les acteurs qui sont très proches de nous. J'imagine que là, aujourd'hui, derrière l'écran, il y a déjà des gens qui ont entamé un travail de lien avec ces instances-là. La première marche, moi, que je préconise souvent, c'est celle de l'inspection académique parce que ce sont des gens qui, géographiquement, sont tout près de chez vous et qui peuvent vous apporter, alors ils ne vont pas vous construire votre offre, ils ne vont pas vous apporter la structuration de l'offre, mais par contre, moi je dis toujours depuis 11 ans qu'il est intéressant d'aller les voir avec une grande posture d'humilité pour leur montrer que vous avez besoin d'eux, c'est-à-dire qu'on va essayer au regard de ce que peut-être on a déjà pensé en termes de structuration, en termes de nouvelles offres, les solliciter pour essayer de voir avec eux, avoir leur vision et voir si on est dans le juste par rapport notamment au lien au programme. Voilà. Et cette démarche-là, c'est vraiment une démarche relationnelle qui va vous faire connaître au niveau de ces instances-là. Et comme ce sont, je vous le disais, des personnes qui sont au quotidien dans les classes, le lien se fait facilement avec les enseignants qui, forcément, vont être intéressés par les propositions que vous avez. Voilà, donc je passe sur la diapo suivante parce que je vous l'ai déjà montré. Donc, au niveau de la région académique de Normandie, voilà ce découpage, au niveau de cette grande région avec un recteur, on va dire, d'académie sur les 5 départements. Et puis, à l'échelle de chaque département, la DSDEN, redécoupée ensuite en circonscriptions, comme je vous le disais. Donc, voilà, là, je vous passe assez vite. C'est pour simplement vous montrer l'organisation de la DSDEN au niveau de chaque département, avec différentes instances administratives et pédagogiques, avec des inspecteurs, notamment les IPR, les inspecteurs qui sont chargés d'une discipline et qui peuvent être intéressants en fonction de qui vous êtes aussi à contacter. Je crois qu'il y a des micros qui sont restés ouverts et il y a un petit écho. Merci. Donc, au niveau des circonscriptions, je vous le disais tout à l'heure, voilà, différentes circonscriptions. Donc, à repérer en allant sur le site de la DSDEN,
pour voir où vous êtes implanté. Et voilà, je vous encourage vraiment et vivement à avoir une relation avec soit les conseillers pédagogiques qui traitent un petit peu les disciplines que vous abordez sur votre territoire ou sur votre musée ou site, soit sont parfois des conseillers pédagogiques généralistes qui peuvent évidemment vous répondre aussi à vos questions, vous rencontrer, échanger avec vous, etc. Voilà, sur l'organisation de la scolarité, bon, j'imagine que tout le monde est à peu près au point là-dessus. Si je mets cette diapo, c'est parce que c'est toujours important d'avoir en tête que les enseignants sont un public qui a besoin d'être rassuré. Il est vrai que quand on met en général 50 élèves dans un bus pour partir pour une sortie à la journée ou pour un temps de séjour, il faut avoir envie. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui aujourd'hui ne partent jamais en sortie. Je dis souvent que les enseignants que vous accueillez, c'est le haut du panier. C'est-à-dire c'est ceux qui ont envie de bouger, c'est ceux qui sont les plus dynamiques. Pour autant, il va falloir effectivement qu'on parle un petit peu le même langage. C'est-à-dire qu'on rassure les enseignants qui vont avoir besoin de preuves, j'allais dire, et que vous puissiez valider le fait que la sortie va véritablement s'appuyer sur les programmes scolaires pour être une continuité dans l'apprentissage des élèves. Une sortie scolaire, contrairement à une sortie de centre de loisirs, la sortie scolaire est bien là pour perpétuer des apprentissages, c'est-à-dire qu'elle permet soit d'être le tremplin à un apprentissage, si on l'imagine au début des apprentissages, soit elle vient permettre de travailler une notion autrement, en dehors des murs de l'école, en dehors d'un bureau et d'une chaise, bien évidemment. Donc, de montrer cette lisibilité et le fait que vous parliez le même langage. Ça passe aussi par, bien sûr, le fait de travailler une offre en la structurant par niveau, alors pas par classe, parce que ce serait quand même un casse-tête, mais plutôt par cycle. Donc, vous voyez ici dans cette organisation les différents cycles qui vont vous permettre aussi de vous appuyer là-dessus pour présenter l'offre que j'imagine vous faites déjà tous, bien évidemment. Voilà, alors j'en viens maintenant, je suis passée un petit peu vite sur la structuration, mais voilà, c'était juste pour vous donner un petit peu une idée de qui sont les acteurs dans ce grand monde de l'éducation nationale. Je vais passer maintenant à un point qui me semble effectivement stratégique aujourd'hui quand on veut travailler la cible scolaire. On voit depuis ces dernières années, et le Covid ne fait que renforcer cela, des conseillers pédagogiques, entre autres, et des enseignants qui nous disent on a très envie de ressortir, bien évidemment, des murs de l'école, comme le disait Grégory, et ça n'étonne pas parce qu'effectivement, les enseignants motivés et dynamiques n'attendent que ça. Par contre, on voit monter au niveau notamment des inspecteurs d'académie dans certaines régions, l'idée qu'il va vraiment falloir qu'on ait des bonnes raisons pour sortir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un site qui veut attirer des scolaires va devoir avoir une offre de sens dans le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sort plus simplement pour aller visiter un musée parce qu'il est intéressant, mais il va falloir que le musée apporte les preuves qu'il y a vraiment une bonne raison de venir chez lui parce qu'on va vivre un temps d'apprentissage sérieux qui ouvre sur des questions de société, des questions fortes. On va le voir tout à l'heure dans les exemples que je vais vous montrer. Voilà, alors comment définir un positionnement pédagogique qui fasse sens et en même temps qui soit lié au programme et aux attentes des enseignants? C'est bien une question cruciale qui aujourd'hui fait tout son sens. J'ai mon écran qui est en train de se casser la figure, donc je remets ça en ordre. Voilà, donc le positionnement de mon site, c'est quoi? Eh bien, c'est d'abord avoir une offre structurée, donc être crédible au regard des enseignants, je vous disais tout à l'heure, donc une offre en lien avec les programmes scolaires, donc qui soit différencié selon les âges et qui fasse preuve de progressivité, puisqu'on n'apprend pas la même chose en cycle 1 qu'en cycle 2, qu'en cycle 3, etc. Donc, cette lisibilité de montée des marches, elle doit aussi apparaître sur nos offres. Aujourd'hui, clairement, un site qui a une offre où l'on voit écrit à partir du cycle 1, et je ne sais jusqu'à quand, ça n'a pas beaucoup de crédibilité au regard des enseignants. Moi, si je suis enseignante en cycle 3, j'ai besoin de savoir ce que vous allez pouvoir nous proposer avec des élèves de cycle 3. Ça, c'est vraiment très, très important. Je suis aussi un lieu de ressources.
dans les différents acteurs que je rencontre en formation, je vois souvent des gens qui ont une certaine appréhension par des enseignants parce qu'il faut bien le dire, c'est une bulle à part, hein, et je n'ai pas peur d'utiliser ces mots-là, avec un langage particulier, avec des façons de faire un peu particulières. Pour autant, si aujourd'hui on vient vous chercher dans vos sites et dans vos territoires et dans vos musées, c'est bien parce que vous avez une expertise forte et particulière. L'enseignant est en général en primaire très généraliste, au collège et au lycée disciplinaire. Pour autant, si on vient sur vos structures, c'est bien parce qu'on n'a pas cette connaissance, parce qu'on n'a pas ces monuments, parce qu'on n'a pas ce cœur de ville qui nous parle effectivement d'une période, par exemple, et qu'on a besoin d'expérimenter des choses. Donc, on vient vous chercher pour cette expertise. À l'inverse, vous allez devoir aussi montrer cette expertise, c'est-à-dire apporter la preuve à ces enseignants, non pas aux élèves, mais à ces enseignants, que vous êtes véritablement très pointu dans vos domaines de compétences. Donc, vous êtes une référence, c'est un lieu, mais vous avez aussi des ressources sur les thématiques que vous portez et que vous pouvez vraiment partager avec les enseignants. Et ce n'est pas parce que vous avez un dossier ressources bien monté que l'enseignant va s'en emparer sans venir chez vous. Un dossier papier n'a jamais remplacé une visite dans quelque musée que ce soit, par exemple. Voilà. Et vous êtes aussi un lieu incontournable. Je trouve intéressant cette question du lieu. Quand on travaille sur des nouvelles offres, et en l'occurrence sur des ateliers, par exemple, j'aime bien dire, posons-nous la question à chaque fois, est-ce que les élèves peuvent faire ça en classe ? Si c'est oui, on change tout de suite d'idée. Il faut vraiment que notre lieu, notre territoire, notre musée soit un lieu d'expérience extraordinaire, exceptionnel, qu'on ne peut faire ailleurs. Voilà. Donc, je pense que quand on a travaillé ces axes-là, on a déjà un petit peu une idée de son positionnement. Il faut vraiment que la visite, elle suscite l'intérêt, elle crée l'attractivité et elle justifie le déplacement. Je vous donne quelques exemples de positionnement. Ici, on est dans une commune en Saône-et-Loire, un tout petit village, le Matour, qui nous avait sollicité il y a déjà quelques années pour voir un petit peu… ils avaient une question autour d'une maison du patrimoine, où il n'y avait plus trop grand-chose qui se passait. Ils avaient aussi un centre d'hébergement dans la commune qui accueillait de temps en temps des classes, mais qui était un petit peu en perte de vitesse. Le maire était quelqu'un de très, très dynamique et qui souhaitait vraiment faire perdurer cette maison du patrimoine et lui redonner un sens. Eh bien, quand on travaille comme ça sur le positionnement, on ne travaille pas simplement sur cette fameuse maison du patrimoine, mais on essaie d'avoir un regard beaucoup plus large pour comprendre la géomorphologie, on va dire, du territoire et ce qui fait qu'on va mettre 50 élèves, par exemple, dans un bus, comme je vous le disais tout à l'heure, pour avoir une bonne raison de venir à Matour. Et quand on a travaillé ça, on a vraiment travaillé les différents axes autour de l'environnement, autour de la dynamique de ce village, parce qu'il y a eu un choix qui a été fait il y a quelques années déjà de continuer de faire vivre le cœur de ce village, donc de refuser l'installation, notamment de grandes surfaces à l'extérieur, etc. Et ça, c'est très intéressant, notamment au collège, par exemple, quand on travaille autour du tourisme, on travaille autour de l'aménagement du territoire. Eh bien, là, on avait un exemple extrêmement intéressant avec des acteurs prêts à témoigner, à s'impliquer pour vivre effectivement une lecture d'un aménagement du territoire vraiment très, très riche pour les élèves. Voilà. Bon, d'autres axes aussi autour du cinéma, parce qu'il y a une école de musique qui a beaucoup, beaucoup axé autour du cinéma, ce qui a fait qu'on avait là une fourchette intéressante, plus large, qui permettait de vivre vraiment des axes extrêmement intéressants et riches et différents sur notamment un séjour, par exemple. Ici, on est sur un hébergement en Haute-Maurienne, des gens qui savaient parfaitement accueillir les scolaires l'hiver sur des classes de neige, mais qui avaient une problématique pour accueillir sur les ailes de saison, printemps et automne. Voilà, avec une équipe très motivée pour faire bouger des lignes et aller sur des thématiques un peu fortes. Ce centre-là est situé, donc, je vous disais, en Haute-Maurienne, à la frontière italienne, où voilà, cette question de la frontière, elle se traduit, elle s'explique notamment dans un musée pas très loin à Modane. On avait des guides, notamment des accompagnateurs en moyenne montagne qui travaillaient aussi cette notion de frontière. Voilà, mais j'allais dire peut-être un petit peu à plat.
quand je dis à plat, ça veut dire que ça ne prenait pas forcément sens dans l'actualité d'aujourd'hui et dans le monde dans lequel on vit. Et c'est ça qui intéresse aujourd'hui l'éducation nationale et les enseignants. Et on peut faire vraiment cette ouverture dans toutes les disciplines. Et là, ce qui a été intéressant, c'est que cet hébergement avec toute l'équipe qui était concernée, on a travaillé ensemble sur ces thématiques-là, et entre autres sur la frontière, pour en faire une thématique de séjour actuelle, puisqu'aujourd'hui, il y a encore et toujours des migrants qui traversent cette frontière de jour comme de nuit. On avait des associations qui gèrent effectivement les migrants, qui étaient aussi autour de la table prêtes à parler de leur métier, à expliquer un petit peu cette problématique. Voilà. Et on en a fait une thématique de séjour parce que frontières et humanité, c'est aussi l'apprentissage de la différence, que des élèves vivent un petit peu de partout. Et c'est aussi une thématique que les enseignants ont parfois du mal à travailler avec les élèves, dans certains quartiers notamment. Et dans le retour qu'on a eu, des enseignants nous ont dit « ça nous intéresse vraiment de pouvoir emmener les enfants sur un autre territoire, donc les déconnecter un peu de la réalité de leur quotidien, pour aller parler de ces thématiques-là en prenant appui sur d'autres exemples, sur d'autres acteurs, pour ensuite faire le pendant avec la réalité de leur terrain ». Et puis, on a créé des séjours, notamment pour la montagne pour grandir, qui n'étaient plus des séjours, moi je les appelle parfois un peu supermarché, mais sans connotation négative, mais on avait tendance à faire des séjours où on allait à la fromagerie, on allait voir le sculpteur sur bois, on allait, voilà, et on entassait un petit peu les produits comme ça, sans vraiment de fil rouge. Là, par exemple, ce séjour-là, il a été créé pour permettre à des élèves de se révéler à eux-mêmes. On le sait tous, hein, les sorties et les séjours scolaires sont des temps de révélation, souvent pour les élèves qui sont très différents de leur temps en classe. Et bien là, l'idée, c'était que chaque rencontre permette à l'élève de vivre une expérience qui le renvoie à lui-même et à ce que ça génère en termes de ressenti, d'émotion, mais aussi d'envie, voilà, pour l'aider à vivre des temps qui soient vraiment très riches et très forts. Ici, un autre exemple, Océanopolis, qui a choisi donc, dans son nouveau positionnement, en clair, de ne plus parler de la mer, mais de parler des océans. Et ça a pris vraiment une dimension beaucoup plus large, qui s'est vraiment diffusée dans les propositions qui sont faites aujourd'hui à Océanopolis, quand on voit effectivement l'enjeu sociétal, mais aussi l'engagement qu'ils souhaitent faire prendre aux élèves à travers ce nouveau positionnement. C'est vraiment très, très intéressant. La notion d'engagement est quelque chose aussi que les enseignants souhaitent travailler lors de sorties. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une sortie, je vous disais tout à l'heure, uniquement parce que c'est la fin de l'année, même si elles existent toujours, celles-ci, et on ne va pas cracher dans la soupe, elles ont lieu d'être. Mais l'enseignant a véritablement envie que cette sortie soit aussi un point d'ancrage, mais qui serve ensuite à permettre aux élèves de s'engager de retour en classe, sur leur territoire, dans leur vie quotidienne, voilà, pour que ça s'inculque vraiment dans ces propositions. Sur Océanopolis, par exemple, vraiment, vous pourrez aller voir, hein, sur leur site, vous retrouverez toute leur offre, mais vraiment, l'idée, c'était de travailler dans une offre structurée en lien avec les programmes sur des thématiques ici, par exemple, comme le plastique, qui font sens et qui sont extrêmement riches et qui peuvent vraiment se poursuivre ensuite de retour à l'école. Voilà, donc une offre structurée, je vous le disais, une offre en lien avec les programmes. On montre, patte blanche, hein, en écrivant justement dans sa proposition les liens, c'est-à-dire le langage qui parle aux enseignants, les liens au programme qui permettent de justifier la sortie. Je passe un petit peu vite. Voilà, on retrouve, hein, les domaines de compétences qui sont à chaque fois mis, les moyens et les outils utilisés, le contenu, c'est-à-dire ce que l'élève va vivre pendant la sortie. Ça, c'est vraiment des choses qui vont rassurer l'enseignant et qui vont lui permettre de faire du tri assez vite entre une proposition où il y a trop peu de choses pour être rassuré et une proposition où on est vraiment structuré, et donc on rassure l'enseignant que ce qu'il va vivre est vraiment un temps d'apprentissage autrement. Voilà, avant peut-être de continuer, Dominique et Christine, je vais… Oui,
Oui, Marie. Peut-être qu'il y a des questions, peut-être que… Alors, à ce jour et à cet instant précis, il est 10 heures, il n'y a pas de questions. Donc, ça veut dire que tout est fluide. N'hésitez pas à me couper. Hein. Et je me permettrai de te couper si, voilà, cher public, vous êtes à peu près 35-40 pour nous suivre. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez des petites questions précises ou un peu moins précises. Justement, petite question justement d'Anne Percher. Donc, vas-y, écris-la et moi, je vais la lire à Marie pour que tout le monde puisse l'entendre et qu'elle soit enregistrée. Si vous sentez qu'il y a des choses qui sont encore un peu floues par rapport à la structuration éducation nationale, par rapport aux besoins de ce lien, par rapport au positionnement, vraiment, allez-y, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, Anne Percher, donc c'est petit meurtre entre amis, c'est ça, hein, je crois Oui. Alors, si nous ne sommes pas un lieu, mais un prestataire qui va dans les écoles, peut-on suivre le même cheminement sur le positionnement, sur les thèmes abordés? Tout à fait. Tout à fait. C'est la même chose hein, pour un prestataire d'activité. Il s'agit effectivement de rassurer les enseignants que vous êtes tout à fait au clair par rapport à cet apprentissage autrement. C'est-à-dire que ce n'est pas l'école, vous n'êtes pas enseignant, mais vous avez une expertise qui prend sens aujourd'hui dans les apprentissages des élèves. Donc là, il faut effectivement être dans cette même démarche. C'est tout à fait la même chose, Anne, effectivement, c'est très juste. Voilà. Et puis par rapport au positionnement, pareil, hein, c'est vraiment la même chose, c'est-à-dire que vous devez avoir un positionnement qui vous différencie, qui fait que vous êtes unique dans votre domaine de compétences pour pouvoir être lisible, encore une fois, et attirer les enseignants. Aujourd'hui, si on a… je parlais tout à l'heure des accompagnateurs en moyenne montagne, si on a des gens qui souhaitent effectivement attirer des enseignants dans ce domaine-là, moi, si je suis en Haute-Maurienne, des accompagnateurs en moyenne montagne, j'en trouve pléthore. Si au milieu de ces accompagnateurs montagne, j'ai quelqu'un qui se différencie par une expertise particulière et qui a compris qui sont les élèves, effectivement, ça va tout de suite changer la donne et je vais probablement mettre le curseur pour aller voir un petit peu ce que fait ce monsieur et si ses propositions sont en adéquation avec les programmes scolaires. Ça va? Merci Marie, c'est très clair. Super. Alors, je continue. Voilà, merci. C'est bon dans le timing, Dominique? Oui, d'accord. Allez, j'avance. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Parti dans mon… Bon, j'ai toujours pas le partage plein d'écran. Oui, là, il faut que tu refasses ton partage d'écran. Ouais, voilà. J'ai essayé de voir si je Merci. pouvais vous remettre en… Ouais. Allez, faire école dehors. Faire école dehors, c'est une tendance dont vous avez peut-être entendu déjà parler depuis quelque temps. On a des échos de ce qui se vit en Allemagne, en France, enfin voilà, dans pas mal de pays maintenant. Mais faire école dehors, ça regroupe pas mal de choses. Donc, je vais essayer de prendre un petit peu, de vous expliquer un petit peu ça le plus clairement possible. Alors déjà, une sortie scolaire, je vous le disais, on sort des murs de l'école, on sort de la configuration d'une classe où on est assis derrière un bureau. Aujourd'hui, la demande de l'éducation nationale, mais pas que, les neurosciences nous permettent aujourd'hui, et toutes les recherches qui sont faites nous permettent aujourd'hui véritablement d'orienter le curseur sur le fait de mettre les élèves en expérimentation, de les rendre acteurs de leur apprentissage. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a eu des études qui ont été faites notamment sur des résultats au baccalauréat il y a quelques années, où il y a eu des recherches qui ont été faites sur des classes où l'enseignement était plutôt passif, les élèves étaient assis derrière un bureau et écoutaient un prof qui parlait pendant 1 heure, voire 2 heures, et puis d'autres classes où les enfants étaient très très souvent dans une démarche un peu scientifique, dans une démarche vraiment d'expérimentation. Eh bien, les résultats étaient assez probants au baccalauréat. On avait ces classes qui étaient vraiment dans une dynamique de projet, dans une dynamique interactive, avaient des résultats au baccalauréat qui étaient beaucoup plus probants que ceux qui étaient mis dans des situations très passives. Et on le comprend, enfin, j'aime bien dans une formation commencer par demander aux stagiaires, dans une des formations, demander aux stagiaires quel est leur meilleur souvenir de sortie scolaire.
J'ai rarement eu quelqu'un qui m'a parlé du discours d'un guide, pourtant qui devait sûrement être intéressant, mais ce n'est pas parce que les gens n'ont pas de capacité de mémoire, qu'aujourd'hui les élèves zappent beaucoup, qu'aujourd'hui les jeunes sont ci, les jeunes sont ça. C'est simplement parce qu'on a tous des intelligences différentes et qu'il y a à peu près 40% des gens qui ne sont pas équipés pour écouter quelqu'un qui parle pendant 1 heure ou 2. C'est-à-dire ce que je fais là, je pense que j'ai déjà perdu une partie de l'auditoire. Mais ce n'est pas parce que vous êtes ci ou vous êtes ça, c'est simplement parce qu'on a tous des configurations de cerveau qui font que, ben voilà, on a certaines aptitudes et pas d'autres, et que le monde est fait de plein d'aptitudes différentes. Donc, il faut qu'on en tienne compte, nous aussi, dans nos propositions. Je reviens à mes moutons. Donc, aujourd'hui, l'école dehors, vers quoi ça va? Eh bien, chez TAMS, on a dit on pense qu'il y a vraiment 3 éléments essentiels. C'est-à-dire qu'on est dans un lieu, quand on fait une sortie scolaire, c'est un lieu qui est vivant et qui est un monde nouveau. Donc, pour les élèves, bien évidemment, même si on ne fait pas une traversée de la France, j'imagine très bien que des élèves qui sortent des classes en Normandie puissent venir sur vos sites pour vivre une expérience particulière, une expérience extraordinaire dans un monde nouveau qui les projette ailleurs. Donc, c'est vraiment un lieu et un plateau qui permet une expérimentation. C'est un monde qui parle aussi du sens de la vie. Je vous le disais tout à l'heure, et la Normandie est tout à fait bien placée pour ça, pour parler du sens de la vie et ne pas rester scotché à un passé. Le mémorial de Caen, je ne sais pas si vous êtes là, mais moi, je vous suis un petit peu et je vois que voilà, vous vous êtes projeté vers quelque chose qui n'est plus l'histoire uniquement, mais cette histoire, elle n'a lieu d'être que si elle nous sert pour parler de la réalité d'aujourd'hui et de demain, et la réalité des élèves. C'est-à-dire que nos enfants, les enfants en général, les élèves ont besoin d'être projetés, sont naturellement projetés vers l'avenir, mais ont besoin de s'appuyer sur ce qui fait histoire pour aller vers l'avant. Toutes nos expérimentations, toutes nos réalités doivent servir à nous projeter vers l'avant pour permettre aux élèves de grandir. Voilà, donc le monde nouveau, le lieu vivant qui permet l'apprentissage de la vraie vie. Voilà, une classe qui sort, c'est ensemble, mais ailleurs, avec un projet qui est mené. Ce sont des rencontres, ce sont des échanges. L'élève acteur, j'en ai parlé. Et puis la notion de plaisir et d'émotion, ça aussi, ça fait partie. Et moi, j'ai été extrêmement joyeusement étonnée de voir les derniers programmes scolaires qui sont sortis en 2015 et 2016. Parce que dans une des compétences à acquérir, donc compétences fixées par le ministère, dans une des compétences à acquérir par les élèves, il y a cette notion, donc écrite clairement, l'enfant doit être capable d'exprimer son ressenti et ses émotions. Moi, j'ai relu ça 3 ou 4 fois en me disant « j'ai pas rêvé », mais non, j'ai pas rêvé. Et je trouve ça très intéressant parce que ça veut dire effectivement qu'on a compris qu'un élève n'était pas simplement, comme le disait un écrivain, un vase qu'on remplit, mais bien évidemment qu'on a besoin d'être, y compris quand on est en sortie scolaire, donc dans le cadre d'un apprentissage, de prendre le temps effectivement de s'immerger dans un espace nouveau et de ressentir et d'avoir des émotions et des émotions positives. On sait que le plaisir contribue aussi à l'apprentissage. Donc, ce n'est pas parce que c'est scolaire que c'est forcément pénible ou pas intéressant. Voilà. Les nouvelles attentes des enseignants aujourd'hui, pardon, la diapo est un peu vaste, mais c'est quoi? Alors, eux, aujourd'hui, les nouveaux enseignants notamment, ce qu'on voit monter, c'est des séjours avec des thématiques qui sont porteuses de sens, j'y reviens pas, on en a déjà parlé, des pédagogies immersives d'exploration pour un apprentissage avec tout le corps, un apprentissage joyeux, je vous disais, avec du plaisir. Voilà, on sort de la classe véritablement pour vivre une immersion. C'est aussi l'idée chez les enseignants de vouloir découvrir de nouvelles approches pédagogiques et de s'engager avec d'autres outils. On a des enseignants qui nous disent aujourd'hui « j'ai envie de faire un séjour scolaire, par exemple, pour apprendre les sciences participatives ». Vous voyez, les enseignants veulent apprendre aussi dans des sorties ou dans des séjours scolaires sur des démarches un petit peu nouvelles, mais qui ont vraiment tout leur sens. Et puis, c'est aussi former les citoyens de demain, bien sûr, à la responsabilité environnementale. Ça, ce n'est pas nouveau et on le sait déjà, mais ça prend une place qui est de plus en plus importante. Voilà, je vous parlais tout à l'heure des pédagogies de l'exploration. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les pédagogies de l'exploration, ça s'appuie un petit peu, c'est un petit peu la même chose, je vous disais tout à l'heure, qu'une démarche scientifique. C'est-à-dire qu'on va véritablement permettre à l'élève de s'immerger
dans un monde nouveau que sont vos sites, vos territoires, on parlait tout à l'heure de prestations d'activité, c'est la même chose et je le mets dedans, hein. Voilà, on va s'immerger avec tout son corps, hein, de la même façon qu'on peut plonger dans une piscine, eh bien, c'est un peu cette image-là, l'immersion aussi dans nos sites et dans nos territoires pour les classes. Cette immersion, elle va permettre de s'émerveiller. On sait que l'émerveillement, le plaisir fait partie de l'apprentissage. Une fois on a passé ces étapes-là, on va pouvoir explorer le milieu dans lequel on va avancer. Toute cette exploration va générer des émotions et derrière ça, ça va nous permettre de nous engager. Cette démarche-là des pédagogies de l'exploration, on peut vraiment l'appliquer à tous nos domaines de compétences, que ce soit artistiques, scientifiques, historiques, etc. Ça va? Dominique, c'est bon? Je peux continuer sur la dernière partie? Tu peux continuer, pas de souci. Merci. Alors, je passe un petit peu du coq à l'âne à ce qui fait bonne pratique, c'est-à-dire comment aujourd'hui on peut bien accueillir les scolaires. Alors, en quelques diapos, et je n'ai pas la prétention de tout vous montrer là, mais en quelques diapos, celle qui me tient peut-être le plus à cœur, parce que j'y crois, et vous l'avez peut-être compris fortement, c'est qu'aujourd'hui, quand on accueille des scolaires, c'est qu'on est engagé dans la croissance des élèves. Un élève, c'est vraiment un adulte en devenir, et c'est quelqu'un qui va vivre une expérience probablement inoubliable. C'est-à-dire qu'on a tous, je vous disais tout à l'heure, en nous, un souvenir très émotionnel parfois d'une sortie scolaire qui nous a marqués. Pour certains enfants, ce sont vraiment des déclencheurs. Moi, j'ai eu le cas parfois de voir, notamment, j'ai souvenir d'une toute petite fille qui était complètement coincée en arrivant dans un atelier, dans un musée. Et parce qu'il y a eu un regard bienveillant, écoutant du médiateur, cette petite fille, moi, je l'ai vue prendre 3 centimètres, se redresser, partir avec le sourire. Et je suis sûre que cette expérience l'a marquée et la marque probablement encore aujourd'hui. Donc, extrêmement important de se sentir engagé dans cette croissance des élèves pour les faire grandir. Aujourd'hui, si on veut progresser, j'allais dire, dans l'accueil des publics scolaires, il est nécessaire et important d'avoir quelqu'un dans nos structures qui porte ça. C'est-à-dire que ce soit un responsable pédagogique, ou certains ont déjà ces services-là, mais même quand on est une toute petite structure, ça veut dire que dans le lot de notre équipe, là, il y a quelqu'un qui porte ce souci de l'engagement des enfants, qui porte le souci de la structuration de l'offre, du renouvellement de l'offre, hein. Malheureusement, je ne vais pas vous cacher, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande, enfin voilà, du temps homme, ça, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Donc voilà. Et pour les enseignants, c'est important de savoir à qui on s'adresse, hein. Les enseignants sont comme vous et moi des gens pressés et ont besoin d'aller assez vite. Quand on veut avoir un renseignement sur une proposition, il faut qu'on puisse savoir la personne qui va être très au courant, qui va pouvoir nous expliquer effectivement ce que les enfants ont fait. Dans le cadre de nos ressources, dans le cadre du fait de montrer qu'on est des experts dans notre domaine de compétences, on peut, en face de ça, avoir des propositions, bien sûr, des conseils, mais aussi proposer des prévisites, proposer des ressources pédagogiques en ligne qui sont téléchargeables. Voilà, un centre de documentation quand on s'appelle Vulcania, par exemple, mais on peut aussi, si on est plus petit, avoir des ressources qu'on met à la disposition des enseignants, bien évidemment. Les tarifs, ça c'est rédhibitoire, un site, mais bon, ça n'existe plus, hein, qui n'aurait pas de tarifs clairs, eh bien, un enseignant qui a le choix entre plusieurs sites va forcément avoir un regard de suite sur ses tarifs pour savoir où il va, etc. Les scolaires, c'est une cible particulière, les enseignants, c'est une cible particulière. Ces enfants-là ont besoin d'être pris en charge rien que pour eux. Ça se fait, mais je vois de temps en temps encore dans certaines structures des gens qui disent on accueille une classe, mais à l'accueil de l'office de tourisme, par exemple, on a un petit couple là qui vient d'arriver et qui va se joindre à la visite parce que sinon, il sera obligé d'attendre trop longtemps, etc. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour 2 raisons. C'est que le couple de seniors qui arrive, par exemple, il a des besoins et des demandes particulières qui ne sont pas celles des élèves. Et les élèves, eux, à l'inverse aussi, l'enseignant avec ses élèves a un objectif et des besoins particuliers qui ne sont pas ceux du petit couple de seniors. Et même si tout le monde à la base a une bonne volonté, eh bien, on se retrouve parfois dans des cas de figure où ça devient compliqué parce que l'un prend le dessus sur l'autre. Et on sait bien que si c'est les seniors qui prennent le dessus sur la classe, on va en perdre certainement pas mal pendant la visite.
voilà, les espaces de visite, d'ateliers adaptés, sécurisés. Important de communiquer aussi avec des images pour montrer que ce qu'on dit est vrai. C'est-à-dire que, vous voyez, ici, on a tout de suite une vision de ce que des espaces dans lesquels les élèves vont pouvoir évoluer. L'offre structurée, je vous en ai déjà parlé, avec le petit clin d'œil au programme scolaire. Ici, quelques notions simplement. Mais avec ce tableau à double entrée, j'ai tout de suite une vision de toute l'offre du site et des différents niveaux qui sont concernés par cette offre-là. Bien sûr qu'après, il y aura une explication sur les pages suivantes ou sur le site web pour bien expliquer chaque atelier. Voilà, une visite guidée avec une explication d'une visite spécifique pour les cycles 1, avec une explication, par exemple, d'une visite pour les cycles 2, avec un horaire, avec ce qui va bien pour pouvoir assurer l'enseignant. Ici, l'offre qui fait preuve de progressivité. J'ai une visite clairement pour les cycles 1, une visite en chantier au cœur de la mine, par exemple, puisqu'on est à l'Eward. Et pour les cycles 2, j'ai une autre proposition de visite. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les mêmes élèves qui sont venus en cycle 1 pour la première visite, potentiellement parce que l'enseignant a beaucoup aimé, a été rassuré, etc., et a trouvé très pro l'accueil qui lui a été fait, probablement qu'il va en parler à ses collègues et que ces mêmes enfants pourraient revenir l'année suivante à la mine pour une autre proposition de visite. Donc, c'est aussi une manière de fidéliser sa clientèle, d'avoir cette offre extrêmement structurée. Voilà, des visites, des animations dans lesquelles l'élève est pleinement acteur de ses apprentissages. Je n'y reviens pas parce qu'on en a déjà parlé. On a des offres qui évoluent, c'est-à-dire qu'on apporte la preuve aussi que notre offre n'a pas 10 ans, mais que chaque année, il y a des nouveautés qui permettent d'attirer les enseignants qui nous connaissent, qui sont déjà venus, ceux qui ne nous connaissent pas non plus, d'apporter la preuve qu'on est vivant. Communiquer avec des images et des images d'enfants joyeux, heureux sur nos sites, sur nos territoires. Alors, on a diverses possibilités pour parer au droit à l'image et notamment par les petits reportages photos qu'on peut faire en interne pour avoir vraiment de belles images d'enfants dans les activités que l'on peut proposer. Ça encore, ça apporte la preuve que ce qu'on dit est vrai. Voilà, des visites accessibles aussi handicap si c'est possible dans la maison avec une offre spécifique. Et voilà, j'arrive à la fin de ma petite présentation. Pardon, merci Marie. C'est un peu longue. Non, ça va, c'est parfait. Merci, c'est très intéressant. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, intégrez-les tout de suite dans le chat. Moi, ce que j'ai noté, donc, avoir les offres qui évoluent, faire preuve de progressivité, parce que, en effet, le programme scolaire évolue chaque année ou tous les 2-3 ans ou en fonction des mandats aussi. Non, alors là, je peux vous rassurer. Souvent, on me dit « Oh, mais les programmes scolaires, ça change tout le temps, donc c'est compliqué. » Alors, je vous rassure. Très bien. Donc, j'ai posé une bonne question. Tu as posé une bonne question. Les programmes scolaires sont à peu près faits pour 10 ans. Donc, on a le temps de créer une offre. Voilà. Et puis, tout n'a pas été complètement rebousculé. Donc, on peut vraiment s'appuyer sur les programmes scolaires. Alors, il y a un site de référence pour tout un chacun qui est tout le temps mis à jour, qui s'appelle Eduscol, dans lequel vous retrouverez tous les programmes scolaires, vraiment beaucoup de choses autour de projets, etc., qui peuvent vous intéresser. C'est vraiment une mine pour l'enseignant, mais aussi pour vous qui travaillez avec les enseignants. C'est vraiment très, très intéressant d'aller à dose homéopathique traîner un peu sur ce site-là pour avoir vraiment toutes les données. La progressivité, oui, effectivement. Oui. Dans les programmes scolaires, on monte des marches. Cycle 1, on apprend des choses. En cycle 2, on va un peu plus loin, etc. Il faut que votre offre, elle soit à la dimension de ces marches-là. C'est parfait. Moi, ce que je note, et je ferai un rapprochement avec un webinaire qu'on a organisé en début de semaine, et ensuite, je donnerai la parole à Aline, parce qu'apparemment, il n'y a pas de questions, c'est clair, et pour l'instant, je pense que ça mûrit dans les têtes des uns et des autres. En fait, j'ai compris que le musée, s'il veut attirer le prof et les élèves, en fait, il doit savoir se vendre. Tout comme aujourd'hui, notre difficulté en ressources humaines, où le musée, s'il veut, enfin le site touristique, s'il veut pouvoir recruter, c'est lui qui doit se vendre et non plus le salarié qui doit venir se vendre pour venir travailler. Donc, vraiment, il y a un travail à faire aussi et peut-être une nouvelle démarche que l'on n'avait pas il y a quelque temps. Tout à fait. Avec toute la subtilité que quand on est dans le monde des enseignants et qu'on parle marketing, ça leur donne des boutons aux enseignants. Ça, c'est vraiment un terme qui ne fait pas partie de leur monde. Pour autant, ils en font plein. Vous voyez, donc c'est aussi là la subtilité du monde dans lequel on avance. Effectivement, ce que tu dis est juste, Dominique, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on apporte la preuve
qu'on est des gens sérieux qui pouvons accueillir des scolaires et que ce qu'on a à leur proposer tient la route par rapport aux apprentissages. Donc, vraiment, moi, ce que je préconise, c'est si vous avez la chance de travailler avec des équipes et que vous avez un peu des questions sur comment on va pouvoir réajuster le tir par rapport à nos scolaires là, qui vont venir et revenir, j'en suis persuadée, c'est véritablement de se poser la question, est-ce qu'on est bien positionné? Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre structure, on a des choses à dire aux élèves d'aujourd'hui, aux élèves de demain qui font sens par rapport à leur vie, qui sont des grands sujets de société? Ça, aujourd'hui, je vous dis, quand je vous ai parlé tout à l'heure du séjour frontières et humanité, ce séjour-là a fait déplacer des classes de l'autre bout de la France pour venir en Haute-Maurienne sur cette thématique-là, hein, hors période de neige, donc hors période ski. Donc, vous voyez, c'est bien qu'il y avait une bonne raison d'aller vivre un temps comme ça pour les enseignants. Et je suis persuadée que les enseignants et l'Éducation nationale soutiendra toujours des projets forts qui font sens. Par contre, c'est sûr que si vous avez, je parle encore en montagne, pardon, on habite en Savoie, alors je suis un petit peu orientée, mais si aujourd'hui, enfin non, je vais vous donner un autre exemple. On termine une mission là, avant-hier dans le Finistère, on nous avait demandé de retravailler la structuration des hébergements qui proposent des classes de mer. Ben, ces centres-là se vivaient tous en concurrence, c'est-à-dire qu'ils faisaient tous le même métier. Donc, au début de la mission, on marchait un peu sur des œufs. Il ne fallait surtout pas dire ce qu'on faisait aux collègues parce que des fois, ils nous piquent l'idée. Et bien, on a travaillé avec eux sur la structuration d'un positionnement et ils ont tous des choses différentes à dire. Certains sont positionnés au bord d'un estuaire, par exemple. Donc, eux, ils sont orientés complètement là-dessus. D'autres ont des activités autour du trait de côte, par exemple. Vous voyez, donc on a tiré des ficelles qui les mettent, qui les valorisent. C'est vraiment votre valeur ajoutée qu'il faut arriver à faire émerger et qui donnera des axes en fait, de développement sur vos En fait, il faut faire ressortir non pas la concurrence, mais la complémentarité des uns et des autres. Voilà, la valeur ajoutée et ensuite la complémentarité. Ouais, ok, j'ai une petite question pour toi, Marie, et ensuite on va donner la parole à Aline. Alors, une question de Rebecca Le Savoureux du centre Juno Beach de Courseulles-sur-Mer. Bonjour, est-ce qu'il vaut mieux s'approcher des conseillers pédagogiques à titre individuel, chaque musée, chaque site, ou ensemble avec des sites voisins en partenariat? Si vous faites… j'allais dire qu'il n'y a pas de mauvaise démarche. Tout dépend de qui vous êtes, tout dépend de ce que vous faites. Il y a un lien privilégié à créer avec les conseillers pédagogiques, ça c'est évident. Mais que vous y alliez à 2 ou à 3, bon, il ne faut pas arriver à 10, bien évidemment, face à ces gens-là. Le mieux, c'est de les faire venir chez vous. Moi, je préconise toujours ça parce qu'un conseiller pédagogique, il sera souvent très heureux de sortir des murs de l'inspection pour aller s'aérer un petit peu les neurones avec vos problématiques, découvrir les lieux, bien sentir ce que vous faites. Et c'est vrai que quand on est assis derrière un bureau et que vous expliquez les choses, ce n'est pas la même chose que quand vous l'accueillez sur place. Et souvent, ils sont très séduits par cette proposition-là. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça. À chaque fois qu'on démarre un dossier, quand on a un peu déjà réfléchi, on appelle l'inspection de circonscription et on les fait venir. Ils viennent parfois à 1, 2, 3 parfois. Et ça permet de discuter en faisant le tour, en leur montrant des choses. Et souvent, c'est ça qui génère aussi des idées. Donc, c'est vrai qu'à plusieurs sites, c'est compliqué parce que si vous voulez les faire passer chacun sur vos sites, c'est mieux. Mais après, si vraiment il n'y a pas de possibilité de faire autrement et que vous souhaitez vous déplacer, vous pouvez y aller. Mais pour autant, vous aurez chacun votre identité, votre unicité à défendre, à montrer. Voilà, donc c'est un petit peu là qu'il faut voir comment. Mais si ça vous fait du bien d'y aller à plusieurs, parce que ça met un peu la pression parfois d'aller voir ces gens-là, bon, déjà rassurez-vous, hein, ce sont des gens comme vous et moi et qui ont besoin de vous aussi, qui ont besoin de vous. Hein, voilà. Donc, merci beaucoup, Marie. Écoute, voilà, les spectateurs te remercient. Bon, et puis s'il y a des questions, vous les faites passer par Dominique ou Christine, j'y répondrai avec plaisir. C'est très gentil. Donc, merci Marie. Et à présent, donc, je vais donner la parole à Aline Laillé, donc de VF Voyage. Bonjour Aline, merci d'être avec nous. Je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous, merci beaucoup. Merci Marie également pour ce que tu nous as présenté, c'était extrêmement intéressant. Donc, je vais vous partager tout de suite mon écran.
Alors, est-ce que vous voyez bien… Tu peux le mettre en plein écran, ce sera parfait. Diaporama. Non, je ne vois pas où c'est. Tu peux en haut, fichier à clic insertion. Tu peux cliquer dans diaporama. Tu cliques dans diaporama. Voilà, diaporama. Clique dans diaporama. Voilà. Ouais, mais attends, je ne le vois. Non, dans le menu, tu as diaporama après animation. Diaporama, à droite. À droite encore. Dans le menu, là. Ouais, mais moi, je n'ai pas accès à mon menu parce qu'en fait, je suis sur un petit écran. Donc, Ah, d'accord. Ça marche. Voilà. C'est pas grave, tant pis. Si dans diaporama, d'accord, ça y est, j'ai réussi à… Et là, tu fais à partir du début, tout à gauche. Voilà. Voilà. C'est parfait. Voilà. Alors, donc… Attends. Voilà, ok. Donc, je suis la directrice de VEF Voyage Éducatif. On a 30 ans d'existence. On est spécialisé dans l'organisation de voyages scolaires. Et je dirige l'entreprise depuis 7 ans, mais ça fait 17 ans que j'y suis. Voilà, donc du coup, chez VEF Voyage Éducatif, on s'est orienté il y a maintenant, je vais vous parler plus spécifiquement en fait de notre démarche de développement durable. On s'est orienté il y a à peu près 7 ans maintenant sur une démarche vraiment, une offre développement durable, sans perdre en fait toutes les autres propositions que l'on fait sur les voyages scolaires qui ont toujours une vertu pédagogique bien évidemment, mais je vais plus vous parler des projets de développement durable puisque maintenant c'est la tendance. Alors j'aime pas trop ce mot tendance parce que ça a un effet éphémère, mais vraiment on peut plus passer en fait de partir sur une démarche de développement durable à plus ou moins, avec plus ou moins d'impact, avec à plus ou moins moyen ou long terme, mais ça me semble indispensable maintenant. Donc, voici les points que je vais développer. Alors, concernant les vertus pédagogiques du voyage scolaire, je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que c'est vrai que Marie en a quand même beaucoup parlé dans sa présentation. Toujours est-il que les voyages scolaires sont évidemment indispensables. Évidemment, je les défends avec ferveur puisque c'est mon cœur de métier, mais également parce que j'en suis intimement convaincue, notamment parce que je suis aussi maman. Et un voyage scolaire, c'est vraiment l'aboutissement en fait de l'année qu'ils ont passée avec les enseignants, avec les professeurs. C'est vraiment en lien, c'est en parfaite concordance en fait avec leur apprentissage. Et donc, ça développe également beaucoup d'atouts pour les enfants, notamment la vie en collectivité. Il y en a qui ne connaissent pas du tout. Une certaine autonomie. Il y a des enfants pareils qui n'ont pas pu en fait apprendre dans leur vie quotidienne suffisamment d'autonomie. Ça leur permet d'être autonomes. Des nouveaux acquis également, des méthodes différentes que celles qu'ils voient en classe. Et puis, évidemment, l'immersion et la découverte d'autres cultures, d'autres régions, d'autres pays, un rythme de vie différent, une nourriture différente, une culture différente. Donc, tout ça, c'est indispensable pour le bien-être et l'éveil d'un enfant. Et puis, ça leur apprend également le respect de l'apprentissage. Encore une fois, déjà de vivre en collectivité, parce que même s'ils sont tous les jours en fait avec leurs amis, c'est totalement différent de partager tout un voyage entier, voilà. Et puis également lorsqu'ils rencontrent d'autres cultures et d'autres pays, le respect de l'apprentissage de ces peuples. Alors, concernant notre démarche RSE chez VEF Voyage Éducatif, donc pareil, lorsqu'on a entamé il y a 7 ans cette réflexion, on ne l'a pas entamé uniquement sur la programmation, on l'a entamé sur un global de notre vision d'entreprise. Donc voilà les points importants qu'on a d'ores et déjà développés. Bien évidemment, on continue à travailler, c'est un effort de chaque instant. Et puis, il y a énormément à faire. Donc là, notre dernier engagement et notre fierté, en fait, c'est d'avoir été accepté en fait par l'association ATR, donc Acteurs pour un tourisme responsable.
Et puis, notre prochain objectif, c'est d'être labellisé ATR. Donc là, c'est un grand processus avec un audit qui dure plusieurs mois et puis une implication forte de notre part pour pouvoir être labellisé. Actuellement, chez ATR, il y a à peu près 60 membres et il doit y avoir que 11-12 labellisés. Donc, c'est vraiment un processus très long. Mais voilà, les points importants qu'on a déjà développés au sein de Voyage Éducatif, mais on a créé une application mobile. Alors, aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent dire que, effectivement, l'utilisation d'une application mobile, ça a aussi des conséquences sur l'environnement. Toujours est-il que nous, ça nous a permis de réduire de façon drastique les dossiers de voyage qu'on envoyait, donc l'impression de papier, du papier qui n'est pas réutilisé derrière, des dossiers voilà, qui ne sont pas exploités aujourd'hui. Sur cette application mobile, par exemple, les professeurs partent avec leur dossier entier de voyage, leur bon d'échange, etc. Et ils peuvent le consulter à tout moment lorsqu'ils sont en voyage scolaire. Donc, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement positif. On a créé également un grand concours développement durable. Je vous en parlais dans la deuxième slide. Je vous ai parlé de notre adhésion à l'association ATR. Donc, voilà, ça c'est vraiment un travail de longue haleine avec eux, constant, et c'est extrêmement enrichissant. Et puis, dans nos choix dans l'organisation des voyages scolaires, eh bien, on privilégie effectivement sur nos brochures au développement durable des autocaristes qui ont des normes européennes d'émissions les meilleures, qui privilégient, en fait, qui ont entamé une démarche charte CO2 ou qui sont label vert. Et voilà, toute la partie en fait transport où ils ont une implication très forte. On privilégie bien évidemment le train en grande priorité lorsque c'est possible. Et parce qu'il n'existe pas partout en fait des trajets qui peuvent permettre de desservir les destinations. Et puis on privilégie les hébergements éco-responsables, mais sans mettre de côté en fait ceux qui n'ont pas encore cette démarche-là, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit parce que ils ont entamé, mais ils n'ont pas encore été jusqu'au bout du processus. C'est aussi à nous de les encourager et de les accompagner. Et puis, au sein de notre entreprise, eh bien, voilà, on a, par exemple, je vais pas tout lire, mais on a équipé l'ensemble des postes informatiques double écran pour réduire de façon drastique les impressions papier. Et c'est vrai que ça a été juste phénoménal de se rendre compte qu'on a divisé, dès la première année, on a divisé par 2 en fait, les impressions papier. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus du tout d'impression papier. On a opté pour la signature électronique pour nos contrats clients. Donc, pareil, les contrats clients, ça faisait 40 à 60 pages. Donc, plus du tout d'impression papier, c'est signature électronique. Voilà, des choses comme ça. Alors, on a sorti donc, ce grand concours développement durable il y a maintenant 3 ans, puisque, en fait, lorsqu'on a créé notre première brochure développement durable, la première édition, on a choisi en même temps, en fait, de créer ce concours. Et on n'a jamais pu le mettre en exergue puisqu'il y a eu le Covid. Donc voilà, ça fait 3 années qu'on le propose, toujours le même, parce qu'on aimerait bien qu'il puisse aboutir. Et en fait, le but de ce concours, c'est que, au-delà en fait, que les enseignants, qu'un établissement scolaire en fait, s'engage avec nous pour nous confier un voyage scolaire, c'est qu'il puisse y avoir en fait quelque chose derrière, qui ait une continuité en fait entre nous et une cohérence en fait par rapport à ce qu'on propose. Donc, pour tout établissement, soit qui a déjà un projet en fait en lien avec cette thématique-là, ou qui aurait l'idée à travers ce concours d'entamer en fait des démarches pour l'établissement scolaire, ça peut faire l'objet en fait de participation à ce concours avec une récompense à la clé. Donc un premier prix, un deuxième prix, un troisième prix qui serait décerné, donc des prix financiers de 5 000, 2 000 et 1 000, je crois, qui permettraient en fait de les aider à aboutir leur projet. Donc voilà, on a proposé 5 thématiques possibles afin qu'ils construisent leur projet: l'énergie, l'eau, la nature, l'alimentation et l'humain. Et au niveau des exemples qui peuvent être envisagés, ça peut être l'installation de panneaux solaires, l'instauration d'une consommation raisonnée d'eau, la plantation d'arbres, la préservation de l'habitat naturel des animaux, la construction d'un jardin potager, etc.
Donc, des choses qui sont déjà faites dans certains établissements scolaires, et puis à variable, voilà, parce qu'il y a des choses qui sont assez simples à faire, il y a d'autres choses qui sont un peu plus élaborées, mais voilà, on trouve que c'est bien de pouvoir participer en fait à cette continuité qui est en cohérence en fait avec, avec tout le système pédagogique qu'on a construit ensemble. Alors, pourquoi le tourisme durable pour les voyages scolaires? Alors, nous, on s'est posé la question il y a 7 ans. Voilà, on s'est dit, moi, j'avais cette idée, je me suis dit, c'est quelque chose qui a du sens, qui est porteur. Et c'est vrai qu'au départ, il y a 7 ans, quand j'en ai parlé aux équipes, ils étaient un peu dubitatifs en se disant, mais c'est vraiment quelque chose, un marché de niche, on n'en parle pas trop, c'est pas du tout demandé. Mais en fait, tout simplement, c'était pour être en parfaite concordance avec nos valeurs, et puis c'est une évidence et une prise de conscience. Voilà, donc on a beaucoup travaillé là-dessus, et à partir du moment où on a tous été convaincus de ça, on a pu commencer à travailler. Également, pourquoi les voyages scolaires tourisme durable? Parce que je pense que vous avez dû en entendre parler. Donc, le rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Évidemment, ce rapport du GIEC qui est en anglais et qui est très, très lourd à lire puisqu'il est immense, ce travail, et un peu difficile à comprendre. Donc, moi, ce que je vous conseille, voilà, si vous êtes intéressé, et c'est bien de s'y intéresser pour ensuite entamer cette démarche, c'est d'aller consulter par exemple ce que je vous ai mis là sur le slide, sur le site Bon Pote. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la compréhension du rapport du GIEC et qui soit comment dire, très facile de compréhension. Donc, voilà, par exemple, il a fait des petites choses comme ça, les 13 points clés du nouveau rapport du GIEC, et on comprend très bien en fait les enjeux qui nous concernent tous. Troisième point, eh bien, pourquoi le tourisme durable pour les voyages scolaires? Parce que les élèves, ce sont les acteurs de demain. Et également donc, parce que le ministère de l'Éducation nationale s'est engagé, enfin, je dirais, au travers de là, par exemple, je vous ai mis en référence, donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant à consulter également, le Vademecum de l'éducation au développement durable. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, chaque professeur doit être au courant de ce Vademecum, doit développer des choses en cohérence avec ça, et c'est pas toujours le cas parce qu'ils n'ont pas forcément connaissance, parce qu'ils n'ont pas eu le temps, parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés. Mais en tout cas, il y a déjà, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de demandes sur cette thématique-là, donc c'est vraiment super et très important. Et puis, on voit bien également qu'il y a des implications déjà depuis des années comme les éco-délégués. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui se fait maintenant de plus en plus. Et je vous ai mis également les jeunes engagés pour le développement durable. Et puis aussi, donc la mise en lumière des Global Goals, évidemment, donc les Nations... Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Les Nations Unies on réunit en fait on définit on définit les 17 objectifs en fait très importants pour ces prochaines années, à objectif 2050, si je ne me trompe, je crois que c'est ça. Et là, vous les voyez, pareil, je vous ai mis la source, c'est très important et très intéressant en fait à aller découvrir. Donc, la source qui est en dessous. Et ce sont les 17 objectifs que tout le monde devrait, en fait, sur lesquels tout le monde devrait travailler. Le quatrième point, des envies de plus en plus marquées en termes de voyage. Donc ça, ce n'est pas uniquement pour les voyages scolaires, mais si vous vous rendez bien compte, le bien-être, prendre son temps, évacuer le stress, faire le vide, la préservation de la planète, la quête de sens, comprendre ce que l'on voit à l'inverse des voyages selfie, sortir des sentiers battus, la stimulation de nos 5 sens. Et ça, c'est primordial.
surtout pour les jeunes, mais également pour les adultes. On s'en est bien rendu compte justement pendant ces 2 dernières années qu'on avait besoin en fait de nos 5 sens. Voilà, on s'est vu à travers les écrans, on s'est adapté. Aujourd'hui, un voyage lambda, peu importe l'âge, c'est retrouver une vraie cohérence en fait avec nos sens, avec la nature. Voilà, prendre son temps, le slow tourisme, tout ça, ce sont des choses que les personnes recherchent, enfin les touristes recherchent de plus en plus. La recherche de sensations intrinsèques. Voilà, pouvoir se dire, j'ai été dans tel endroit et je l'imaginais comme ça et voilà ce que j'ai ressenti. Et le partage et la bienveillance avec les peuples, l'immersion totale et réelle. Et ça, en fait, quand un enfant revient de voyage scolaire, il s'est fait sa propre impression et il peut aussi le relater au travers de… Parce que les professeurs, ils font ça à chaque fois, en fait. Ils construisent le voyage sur plusieurs mois avec nous. On fait du cousu humain pour que ça corresponde totalement, en fait, à ce qu'ils attendent. Et ils font leur voyage et au retour de ce voyage, ils font un rapport avec les élèves, voir ce qu'ils ont ressenti. Des fois, c'est sous forme de… ça se présente sous forme d'exposé, voilà, mais voilà, il y a un retour et ça, c'est extrêmement important. Alors, je vais vous présenter maintenant nos 6 programmes Normandie Développement Durable. Donc, on est parti, je crois, la première année avec 1 ou 2. Et puis maintenant, on en a 6 que l'on propose spécialement sur la Normandie. Donc, voici nos 3 éditions qu'on a. Donc, voilà, vous voyez la 3e édition cette année. Le premier programme, c'est, alors je vais pas non plus tout vous lire, hein, ça n'a pas d'intérêt, et puis de toute façon c'est téléchargeable sur notre site internet, hein, mais je vais vous donner des exemples en fait de visites en fait qu'on propose. Donc sur le programme alimentation et agriculture durable en Normandie, le premier jour par exemple, ils vont, c'est une journée, toute la journée en fait dans un écodomaine, donc autour de l'économie sociale et solidaire ainsi que du développement durable. Donc, l'objectif en fait, de cette journée, c'est la valorisation des terres par l'installation d'activités écologiques, économiques et pédagogiques. Et par exemple, des activités qui vont pouvoir faire la permaculture, le lombricompost. Le deuxième jour, ils vont visiter une ferme donc, à travers un atelier, la vie de la vache et la transformation de sa fabrication, ainsi que de la confiture de lait. L'après-midi, ils visitent visite guidée d'une ferme productrice de fibres de lin textile. Le 3e jour, ils vont faire un atelier pédagogique compostage. Ils vont être sensibilisés à la réduction des déchets par la pratique du compostage, découverte du cycle de la matière organique, etc. Et sur ce programme-là, eh bien, ils sont hébergés en hébergement éco-responsable. Le second séjour, la classe éco-citoyenne en Normandie. Donc pour ce séjour, ils vont faire, par exemple, la première journée, un atelier à la plage rivage propre. Donc, ça va les sensibiliser aussi au respect de l'environnement. Ils vont faire l'après-midi un atelier laisse de mer et ils vont découvrir en haut de la plage de véritables trésors que la laisse de mer renferme. Le 2e jour, ils vont participer à un atelier fabrication de pain biologique et ils vont visiter une usine traitant les ordures ménagères. Le 3e jour, ils vont participer à une animation sur le compostage. Voilà. Encore une fois, découverte du cycle de la vie, de la faune et de la flore et du fonctionnement d'un composteur à travers des jeux. Et voilà, donc pour celui-ci, pour le 3e, donc là, cette fois-ci, c'est dans la Manche. Donc, littoral éco-citoyenneté dans la Manche. Ils vont aller du côté de Siouville-Hague. Donc là, pareil, encore une fois, un atelier sur les laisses de mer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui change Ils vont aller à la Cité de la mer, donc à la découverte d'espèces et d'écosystèmes variés. Et le 3e jour, ils vont faire un atelier pédagogique au pavillon des énergies sur différentes thématiques qu'ils auront choisies au préalable. Ils vont également faire la visite guidée des marais du parc naturel régional. Voilà, ce sont des activités qui sont extrêmement variées parce que ça, de toute façon, c'est indispensable. Construire un programme qu'avec des visites guidées ou qu'avec des ateliers, il n'y a pas d'intérêt pédagogique. Il faut que ce soit absolument varié. Et c'est important aussi de mettre des visites à caractère développement durable
mais les coupler avec des activités nature. Voilà, faut qu'il y ait une cohérence. Ensuite, l'autre programme, c'est l'écologie en baie du Mont-Saint-Michel. Donc là, ils vont visiter une ferme biologique et familiale. Ils vont découvrir le parc animalier, son musée du lait, la diversité de ses produits. Ils vont faire une visite guidée sur le thème de la biodiversité et du développement durable à l'écomusée de la baie. Le lendemain, ils vont visiter un autre écomusée, donc avec l'histoire de l'énergie hydraulique. Et ils vont découvrir la baie du Mont-Saint-Michel, les grèves, l'estran, les sables mouvants. Et le troisième jour, ils vont visiter le grand aquarium de Saint-Malo, donc pareil avec des ateliers didactiques, cap sur le climat, mer fragile, plastique, c'est pas fantastique. Voilà, des choses qui sont vraiment adaptées. Donc, ils ont fait vraiment de beaux ateliers. Alors ensuite, on part en Suisse normande. Voilà, donc la Suisse normande, Clécy, les Roches d'Ouette. Donc, ils vont participer à une initiation tir à l'arc. Donc là, il y a du sportif autour aussi, c'est important. Ils vont faire, par exemple, donc quand ils vont aller donc, à la Roche d'Ouêtre, ils vont prendre part à un atelier pédagogique sur les impacts de l'action humaine et du développement durable. En plus, la Roche d'Ouêtre, c'est un site vraiment magnifique. Ils vont participer l'après-midi à une visite guidée du verger à la cave, donc découverte d'une cave cidricole biologique avec dégustation de jus de pomme. Bien évidemment, ce sont des enfants. Le troisième jour, ils vont aller à la fosse Artour. Ils vont découvrir encore une fois les milieux naturels et participer à un atelier sur le thème des écosystèmes. Et ils vont avoir l'après-midi une visite guidée avec un guide naturaliste et découvrir le caractère sauvage et étrange et source de légendes. Et enfin, donc le quatrième jour, j'ai mis 3 jours, mais c'est un 4 jours, ils vont découvrir le land art. Donc, c'est la création d'une œuvre artistique à partir d'éléments naturels qu'ils auront collectés. Voilà. Et puis, enfin, donc le dernier programme, donc, c'est ce programme-là, en fait, quand on en a parlé au sein de notre équipe chez VEF, parce qu'en fait, on les teste toujours aussi en interne pour voir les réactions. C'est très important, en fait, qu'il n'y ait pas qu'une personne, qu'on travaille tous ensemble. Il y a plusieurs personnes qui nous ont dit mais en fait, pourquoi le Havre? Ça n'a rien de développement durable, ça n'a rien d'écologique. Alors, justement, déjà, premièrement, effectivement, le Havre, c'est une grande cité portuaire qui est… voilà, la première pensée, enfin, encore beaucoup, hein, quand ils pensent au Havre, c'est une ville, évidemment, qui est symbolique de la surconsommation et de la pollution à travers ces activités. Il s'avère que le Havre, déjà, a beaucoup évolué. Et puis, c'est bien aussi de voir l'autre côté, c'est-à-dire d'intéresser les élèves sur cette problématique de surconsommation, sur visiter en fait les installations portuaires et voir comment eux pensent les choses. Et donc, l'Office de tourisme du Havre s'est posé cette question. Et il propose justement des visites guidées qui vont avoir un impact psychologique et une invitation en fait à partager les ressentis et comment les élèves pourraient faire des propositions d'amélioration, ce qu'ils ressentent, etc. Et on a trouvé cet axe très intéressant. Et c'est pour cette raison qu'on a fait ce programme. Donc, par exemple, la première journée, ils vont faire une visite guidée sur le thème de leur choix, hein, la découverte des animaux, de la mare, des oiseaux, etc. Et ils vont visiter donc, le port du Havre. Ils vont découvrir les activités portuaires et l'impact des activités industrielles sur la nature et également surveiller des actions sont mises en place pour rester la biodiversité de l'environnement. Ouais, donc, c'est ce dont je vous parlais. Le deuxième jour, ils vont aller dans une permaculture et ils vont participer à différents ateliers. Ils vont découvrir une ferme marine également. Et le troisième jour, ils découvriront une animation pédagogique à leur hébergement, l'eau dans tous ses états, vers un développement durable avec l'alimentation responsable et l'arrêt des gaspillages. Et le dernier après-midi, ils feront une balade nature commentée de la falaise d'Amont à Étretat.
Donc, voilà, pour les 6 programmes qu'on a fait sur la Normandie, mais bien évidemment, il y a encore d'autres possibilités. Et puis surtout, en fait, nous, on est toujours très attentifs à alors, on va chercher par nous-mêmes, on est toujours très attentifs à la proposition des sites, des hébergements qui vont venir vers nous et puis qui vont nous dire. Là, j'en ai encore eu, il y a une semaine, j'ai eu quelqu'un en Normandie, un site qui m'a appelé et qui m'a dit, voilà, on est une abbaye et on vient de refondre en fait l'ensemble de l'offre et puis les scolaires, on ne connaît pas et on a l'habitude de travailler qu'avec des adultes. Donc, j'aimerais travailler avec vous main dans la main pour pouvoir construire cette offre et puis que vous me guidiez également sur la tarification, sur la portée de ce qu'on va pouvoir proposer. Donc, j'ai été très touchée par ça parce que je trouve que c'est une bonne démarche et on va pouvoir du coup travailler ensemble. Donc, et puis, il y en a d'autres qui proposent déjà des choses et qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est pareil, hein, on invite vraiment… alors, je ne suis pas la seule à travailler sur les voyages scolaires. En Normandie, déjà, on est 3. Et puis, en France, on est encore plus nombreux. Mais c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir cette démarche-là, soit de venir nous voir, soit de nous appeler, soit de nous envoyer un mail, de nous proposer toute l'offre. Et puis, derrière, nous, on montre les produits adéquats et puis on est capable de les porter, de les aimer, de les expliquer. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup, Aline. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de questions. J'ai juste des réactions. Ouais, juste Dominique. Oui. Regarde, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire parvenir. Je voudrais remercier Aline pour son témoignage. Et évidemment, on a choisi de vous montrer la démarche de VF Voyage qui, en plus, est très anglais. Aline parlait d'une tendance, une tendance de fond. C'est vers quoi on doit se diriger maintenant, effectivement, au niveau de notre démarche touristique, de prendre en compte le durable, les démarches responsables. Ça, c'est vraiment essentiel. Et je pense qu'Aline l'a bien témoigné, cette prise en compte. Aline l'a dit, il y a différentes agences, même en Normandie. Je pense à Envol Espace, ma classe voyage. Et donc, il y a à la fois les agences qui travaillent et donc qui sont des partenaires pour vous, les sites ou les territoires. C'est-à-dire que, comme l'a dit Marie, vous devez aller, entre guillemets, vous vendre, mais proposer vos offres directement auprès des prescripteurs de l'éducation nationale, mais vous avez aussi ces intermédiaires que sont nos agences en Normandie ou ailleurs, qui sont également des partenaires pour vous, pour transmettre vos offres directement aux acheteurs ou également intégrer des programmes. Aline en a donné un très bel exemple. On a souhaité aussi donner la parole à Aline parce que le voyage scolaire a souffert, mais vous imaginez bien que les agences de voyage qui sont les intermédiaires et qui construisent ces voyages ont encore plus souffert puisque l'intermédiation ou cette activité et surtout VF Voyage travaille également avec des destinations à l'international et accueille des visiteurs, des scolaires internationaux. Vous imaginez bien que le contexte de l'intermédiation, c'est-à-dire des agences réceptives ou des agences de voyage, a été compliqué, et également le voyage scolaire. Donc, elle le sait, Aline et nos amis des agences, on est vraiment au soutien avec vous et de tout cœur avec vous parce que la situation, ils ne sont pas sortis de cette situation très compliquée, mais c'est un des acteurs du tourisme scolaire qui a particulièrement souffert. On sait que dans les sites, les clientèles groupes ont été remplacées par des clientèles individuelles. Certains marchés étrangers qu'on ne voyait plus ont été remplacés par d'autres marchés. Donc, quelque part, il y a des ajustements, des adaptations naturelles qu'on peut vivre sur les territoires. Mais sachez que des acteurs comme les agences de voyage, on pense notamment aux guides, qui quelque part, travaillent indirectement avec les clientèles et ne sont pas directement sur les territoires ou dans les sites, ont vécu cette période d'une manière un petit peu plus compliquée.
Donc, merci Aline de témoigner. Et évidemment, on associe tes collègues agences de voyage. Et évidemment, on aurait pu donner la parole à des sites qui travaillent cette thématique d'une manière, depuis longtemps et d'une manière très performante. Je pense à nos sites d'idées, le mémorial, le centre Junobis, mais également les sites culturels du médiéval ou artistiques, ou on parlait encore, là j'ai vu à Gers, ou des sites qui sont sur les traditions, sur les savoir-faire. Donc tout ça, c'est des choses qui sont essentielles et que recherchent les éducateurs et puis nos publics scolaires. Voilà, donc on aurait pu vraiment effectivement partager ces bonnes pratiques et partager aussi ces soucis qu'on a pour savoir comment on va répondre à ces nouvelles attentes. Et on voit bien que le durable est au cœur de la démarche. Mais en tout cas, on le sait que vous faites, vous avez toujours fait un travail formidable. Deux, effectivement, vous vous remettez en question et évidemment, les informations que nous a partagées Marie sont essentielles et la voie dans laquelle se dirige l'effet voyage avec la prise en compte du tourisme durable est essentielle. Juste, Dominique, j'ai pas, évidemment, c'est Christine et Dominique qui ont préparé ce webinaire. Moi, d'après ce que je vois, tout ça, ce que je voulais dire, je n'étais pas forcément prévu à l'avance, mais c'est toujours ce qu'on essaie de faire. Si jamais il y a des territoires ou des sites qui souhaitent, plutôt des sites, parce que je pense que c'est des démarches que les territoires peuvent faire avec le réseau des offices du tourisme normand, mais s'il y a des sites, s'il y a des prestataires qui souhaitent travailler en plus petit groupe avec un atelier avec Marie ou avec l'aide et le partage de Aline, qui connaît les demandes des prescripteurs voyage. Là, aujourd'hui, avec Dominique et Christine, on vous interroge, et puis on n'en a pas parlé à Marie, mais si jamais vous voulez travailler votre offre scolaire avec ce nouveau contexte, si vous voulez faire évoluer votre offre, si vous voulez interagir entre vous, parce que évidemment, quand on travaille collectivement, l'intelligence collective, elle est toujours très intéressante dans cette approche-là, surtout dans une période délicate comme ça, où effectivement, voilà, il faut de nouveau remettre des ressources pour relancer ce voyage scolaire, mais quelque part, il ne faut pas se tromper, il faut aller à l'essentiel et il faut être bon. Donc, voilà, il y a des motifs d'optimisme qu'on a partagés ensemble, et puis il y a aussi ces préoccupations qu'on doit prendre en compte. Donc là, n'hésitez pas, on vous le dira dans le suivi de ce webinaire, mais là, je vous interroge comme ça de vive voix. Si ce que je dis là, ça vous tente, c'est vraiment envie de travailler ensemble sur un plus petit groupe, et puis on espère en présentiel, parce que c'est toujours bon de se voir. Vous en avez parlé là, qu'effectivement, nos prescripteurs scolaires, vaut mieux les rencontrer, vaut mieux les accueillir sur les sites. Et effectivement, le contexte actuel n'a pas été favorable à tout ça. Donc, réagissez si jamais cette proposition, voilà, on ne sait pas du tout, on en parle là, on ne sait pas du tout comment au niveau logistique, financier, tout ça, ça peut se préparer, mais je profite de tous ces éléments très constructifs qui ont été partagés aujourd'hui pour vous dire, essayons de continuer ensemble pour progresser et puis nous adapter au mieux, puis profiter de sites qui sont un peu plus aguerris pour partager avec des sites qui sont des fois avec des structures avec moins de staff, mais je veux dire, voilà, travailler ensemble pour qu'en Normandie, on continue à être une belle destination scolaire, qu'on continue à partager de belles valeurs, alors nos valeurs historiques, culturelles, mais également, effectivement, cette préservation de la biodiversité, nos ressources naturelles, nos beaux paysages, avec effectivement cet angle de la préservation de l'environnement et puis toutes ces valeurs du développement durable qu'on doit avoir chez nous sur le territoire et qu'on doit partager avec nos jeunes de Normandie et puis d'ailleurs. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais je veux dire, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ces échanges-là. Maintenant, s'il y en a qui veulent intervenir ou qui ont des remarques ou qui veulent compléter nos propos, vous êtes les bienvenus. Je relaisse la main à nos… Je m'excuse, Grégory, je me permets de prendre la parole vite fait. Moi, je t'en prie. Voilà, pour terminer, donc j'ai vu qu'il y a beaucoup d'échanges dans la discussion, des échanges très intéressants. Évidemment, je me propose avec grand plaisir pour rebondir sur ce que tu dis, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que de travailler ensemble et de mettre en valeur notre belle région, d'autant qu'en plus la région Normandie a entamé
un processus de travail en fait, sur la vision du tourisme des prochaines années. Vous devez forcément être au courant. Et du coup, en fait, voilà, définir un plan d'action sur les prochaines années, ce vers quoi on va tendre en fait, au niveau du tourisme et de la représentativité de la région. Donc voilà, le développement durable, évidemment, fait partie de ce tourisme, la mise en valeur de l'ensemble des sites. Mais voilà, je trouve que c'est extrêmement enrichissant pour tout le monde de pouvoir travailler main dans la main ensemble. Donc, moi, je suis disponible, il n'y a aucun souci. Et puis, je vous invite également à me contacter et à consulter notre site Internet et nos propositions. Voilà, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Merci, Aline. Grégory, peut-être bonjour, c'est Guillaume Box, le co-gérant de l'étape en forêt. Oui. Suite à ce que vous disiez, c'est vrai que si, je ne sais pas si une liste avec un peu les coordonnées de différents interlocuteurs sera diffusée, mais en effet, là, à la suite de ces super webinaires, c'est intéressant de pouvoir travailler en petits groupes. Et notamment, alors nous, on est un hôtel là, qui est en pleine forêt domaniale de Saint-Sever-Calvados. On pourrait mettre à disposition nos salles, nos hébergements, etc., s'il y a besoin de faire des… Bon, on a déjà trouvé un lieu d'accueil. Merci. On a déjà trouvé un lieu d'accueil. Il faut qu'on arrive à convaincre Marie de faire un tour en Normandie. Voilà. Il n'y a pas de Marie, souci. t'es partante? Ah oui. Ça va Elle est pas où, être Marie? très Elle est difficile. repartie? Non, Ça va je pas suis être là, je suis là, difficile. Grégory. Non, parce qu'ils sont à la montagne, vous savez, ils sont Ouais, alors c'est vrai qu'il y a tout pour vous accueillir. On a une vraie salle de séminaire pour bosser et c'est au cœur de la forêt. Il y a 24 lodges réparties sur 10 hectares. Il y a plein de promenades à faire autour. Pour les scolaires, évidemment, ça serait un lieu idéal et on va développer cet axe-là. Et en tout cas, pour travailler pour des petits groupes de travail, on peut aussi vous accueillir. Il y a des petits bains nordiques en plus pour le côté un peu détente, spa le soir. Là, il y a tout ce qu'il faut pour vous accueillir. C'est bon, j'ai gagné, je vais bien. J'arrive aussi, je viens. Bon, ok, vous êtes tous trucs. Non, juste pour vous dire, je me permets, Dominique, suite à ce webinaire, on va vous diffuser effectivement les infos qu'on a partagées, surtout que effectivement, on a toujours des inscrits qui ne peuvent pas participer en live avec nous, donc c'est important de donner du feedback par rapport à ce qu'on a échangé aujourd'hui. On vous interrogera, effectivement, on vous proposera, si vous êtes partant pour travailler collectivement. Alors, Aline l'a dit, effectivement, il y a une grande démarche régionale pour construire le tourisme de demain, là, qui est beaucoup plus stratégique, sur lequel vous allez être conviés, puis l'information circule. Non, je disais de manière très pragmatique, voilà, comment construire son offre, comment prendre en compte les soucis ou les préoccupations aujourd'hui des prescripteurs scolaires et des jeunes, et effectivement échanger les bonnes pratiques en étant accompagné avec des professionnels spécialisés du secteur comme Aline ou d'autres agences, et puis également Marie qui est experte dans le domaine. On voit bien, nous-mêmes, on a essayé de travailler pendant de nombreuses années sur cette cible scolaire avec le rectorat, avec l'éducation nationale, et on voit bien que c'est toujours un long cheminement, c'est pas facile, et puis savoir effectivement le fonctionnement, les programmes, qui décide, qui donne le feu vert, etc. On sait qu'effectivement, on n'a pas toujours le temps de suivre exactement comment le fonctionnement des institutions, et effectivement, si on peut vous aider à percevoir ça plus rapidement, à adapter effectivement vos offres en fonction des différents niveaux. On a vu, il y a différents niveaux, et puis on n'a pas toujours la connaissance très, très approfondie des programmes scolaires. En fait, tout ça, c'est des compétences, des expertises dont on a besoin. Donc, voilà, on vous propose, on va vous donner du feedback. On va effectivement vous proposer des choses, et puis voilà, on espère, on croise les doigts pour que… alors là, il y a un petit peu de groupes scolaires l'année dernière. On pense qu'on va avoir un peu plus cette année. On espère que ça ne va pas, qu'il va pas y avoir trop de bouleversements et que ça va continuer à aller dans ce sens-là. Et puis, voilà, c'est à nous aussi de progresser sur les offres qu'on a à proposer aux jeunes et aux scolaires. Donc, merci beaucoup pour vos réactions plutôt voilà, positives et constructives pour aller dans ce sens-là. En tout cas, nous, on essaiera avec nos consultants et puis nos professionnels qui travaillent sur ce secteur-là, on essaiera d'être au soutien,
de vous accompagner, de proposer des choses très concrètes, voilà, dans la limite de nos dispos et de nos ressources, mais on essaiera de faire le maximum parce qu'on croit beaucoup en ces futurs, en ces citoyens de demain, parce que dans un monde qui bouge et qui va pas trop bien des fois, voilà, on a besoin que nos jeunes aient des bonnes valeurs et des belles connaissances, connaissent bien l'histoire et soient ouverts d'esprit pour vivre dans ce monde qui bouge. Dominique, je ne sais pas si en conclusion, Marie. Oui, peut-être. Vas-y, Marie. Non, je tenais à vous remercier, Grégory, Dominique et Christine, et puis Aline aussi, avec qui on a collaboré, pour ce webinaire. Vous remerciez, vous tous qui êtes derrière votre écran. J'ai toujours beaucoup de frustration à ne pas vous voir, mais c'est la vie du Covid, hein, on va dire. En tout cas, heureuse, merci Elvira, heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous et vous dire que moi, j'y crois vraiment dans ces propositions qu'on peut faire avec les scolaires. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce que vous avez sur le territoire des acteurs qui y croient. Et si vous êtes là, c'est que vous y croyez aussi. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je vois véritablement des hébergeurs, des sites qui progressent dans leur fréquentation scolaire parce qu'ils ont orienter un peu différemment leurs propositions parce qu'aujourd'hui, ils ont vraiment des propositions qui font sens pour l'aujourd'hui et pour demain. Et ça, j'y crois à 300%. Vraiment, il y a de l'avenir chez les scolaires. Hein. Et peut-être, vraiment, peut-être encore plus. C'est le mot de la fin. L'avenir, et Marie, positif. On ne va pas se frustrer. Si vous voulez faire un petit coucou pour le petit babaï à Marie qui est dans les Alpes, ouvrez vos caméras. On va vous mettre en mosaïque si vous voulez dire un petit bye-bye et on va se quitter sur ça en espérant se voir très bientôt en vrai. Oui. Et juste peut-être rajouter, parce que je vois des choses qui arrivent sur le chat, vraiment, quand on travaille, nous, dans les formations et autres, on travaille, je vous le disais tout à l'heure, aussi bien, je crois que c'est Emmanuel qui dit, nous, on a tout à construire, c'est parfait et vous avez beaucoup de choses à dire et à apporter et à construire. Donc, travailler en formation, tu l'as dit Grégory, c'est vraiment mettre en commun toutes nos offres, nos situations, notre vécu, et c'est comme ça qu'on s'enrichit, et à plusieurs, on est toujours plus fort. Donc, et je rajouterais, les grands frères ou les grandes sœurs peuvent justement aider les petits frères ou les petites sœurs, les nouveau-nés qui partent de zéro, on va dire. Tout à fait, ouais. Merci à chacun. Merci à tous, et donc à très bientôt. On fait un suivi, en tout cas, il n'y a pas de souci. Ça marche. Merci beaucoup. Un grand merci à tous. On ouvre la caméra et on fait signe à Marie et Aline. On est là. Très sympa. Merci beaucoup en tout cas. Merci de votre fidélité lors de nos webinaires normands. À bientôt. Bon, ça fait plaisir. Hein. J'ai mis la mosaïque. On a beaucoup de caméras qui sont ouvertes. Bonne journée, bon week-end à tous et à très bientôt dans les prochaines semaines. Merci beaucoup.